donc j'ai invité Marie, donc, qui est une amie de longue date. On se connaît depuis 20 ans. On s'est rencontrés alors que nous étions en prépa militaire. Donc voilà, on a toutes les deux intégré l'école des officiers de l'armée de l'air et ensuite on a poursuivi différentes voies pour nous retrouver il y a quelques années. Et comme je disais dans mon précédent poste, j'avais changé de vie, Marie était en train de changer la sienne. Et en fait, on s'est retrouvés parce que, déjà, parce on s'était inscrit dans cette démarche de changement de vie. Et en plus, on s'intéresse toutes les deux à ce cheminement intérieur, ce qui nous empêche de nous mettre en mouvement sur notre chemin, et ce qui nous permet en fait de débloquer tout ça en fait. Donc en fait, voilà, on est très intéressés par les problématiques intérieures, existentielles, et le but de tout ça, c'est de pouvoir construire une vie beaucoup plus alignée avec ce que l'on est. Et en fait, donc j'ai voulu faire intervenir Marie, donc qui aujourd'hui est psychanalyste transgénérationnelle, parce que quand je faisais mes précédents lives sur le thème du travail intérieur, je me suis rendu compte qu'évidemment, il y avait différents blocages. Vous me faisiez part de, voilà, de vos peurs, du fait que vous vouliez le faire, mais que vous n'arriviez pas à le faire. Et donc, il y a un déblocage qui est la spécialité de Marie. Ça peut être des blocages, donc, certes, qui sont liés à la peur, mais des blocages qui nous sont transmis par les générations antérieures, donc les parents, les grands-parents ou des personnes qui nous entourent, qui ont une influence forte sur nous. Et donc, je proposais à Marie voilà, de nous offrir son regard sur ce point-là. Et voilà, donc Marie, je te laisse te présenter. Merci beaucoup Linda de ton invitation sur ta page. Je suis très heureuse d'être là et de pouvoir échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. Il y a un petit décalage, je crois, hein, donc on y répondra peut-être un peu plus tard. Oui, alors c'est vrai que j'ai été stupéfaite de voir qu'il y avait vraiment un parallèle, mais parfois même des croisements entre le chemin que fait Linda lorsqu'elle voyage et ce qui se passe en thérapie, qui peut vraiment être apparenté à un cheminement intérieur. Donc ça, c'est, je crois, comme tu dis, ce qui nous a sûrement liés au-delà simplement d'avoir partagé des études dans notre jeunesse. C'est cette façon, effectivement, de pouvoir se mettre en route. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, alors que cette crise sanitaire, en fait, nous oblige, pas tout le monde, mais en tout cas beaucoup de gens, à être confinés, pourquoi pas ne pas parler du cheminement intérieur pour mieux s'interroger sur nos chemins, nos mouvements à l'extérieur. Et c'est ce qu'on va pouvoir voir aussi peut-être dans un deuxième temps de vidéo, c'est-à-dire avant le confinement, de quoi étaient faits nos mouvements. Est-ce que c'était des mouvements qui nous permettaient d'avancer? Est-ce que c'était des mouvements qui étaient plutôt, on va dire, de l'agitation, ou est-ce que le mouvement était impossible en fait? Est-ce qu'on avait peur soit de changer de voie, comme tu l'as dit, soit tout simplement de sortir de chez soi, de sortir de chez soi dans le sens de sa vie, en fait, du connu, en fait, pour aller vers l'inconnu. Voilà, donc on Alors, va pouvoir expliquer tout ça. est-ce que tu peux nous dire, Marie, du coup, quand on parle, alors moi j'avais pris la métaphore du sac à dos qui parfois devient trop lourd et nous fige, alors qu'on a envie de dépasser cette fameuse ligne de départ qui symbolise le changement. Et en fait, dans un de mes lives où j'avais dit que le but, c'est de pouvoir s'alléger de tout ce qui nous encombre, donc en gros de vider son sac à dos pour partir, pour pouvoir partir, et puis partir avec ce qui nous est essentiel pour construire cette nouvelle voie. Et du coup, d'un point de vue transgénérationnel, est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce qui peut nous alourdir dans cette démarche de changement et de mouvement?
Alors, c'est vrai que la métaphore du sac à dos, elle est particulièrement parlante et je te remercie de l'avoir proposée. Parce que autant toi tu nous expliques sur ton chemin qu'il faut partir avec, on va dire, le sac le plus léger possible, mais avec à l'intérieur ce qui est le plus utile aussi, hein. Il ne s'agit pas de partir avec rien, sinon on ne va pas très loin. Mais il ne faut pas non plus se surcharger parce qu'on aurait peur d'avoir froid, ou parce qu'on aurait peur de trop de soleil, ou parce qu'on aurait peur de, je ne sais pas, des rencontres. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un bagage adapté. Et en psychanalyse transgénérationnelle, on peut, on peut très bien, pour un temps, faire un parallèle entre ce sac à dos que l'on porte et ce qu'on appelle l'héritage psychique. Alors, l'héritage psychique transgénérationnel, c'est pas quelque chose qui est transmis de manière génétique. C'est un ensemble d'injonctions familiales qui nous sont dévolues, on va dire, à partir de la conception et jusqu'à la naissance. Alors, pour donner des exemples plus concrets, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet héritage qui semble flotter comme ça autour de nous? On peut choisir par exemple l'idée le prénom. On a tous un prénom. Et quand on commence un travail en psychanalyse transgénérationnelle, moi je fais beaucoup parler les patients sur ce qu'on appelle le contexte de naissance et notamment leur prénom, à savoir qui l'a choisi. Est-ce que les parents l'ont choisi tous les deux? Est-ce qu'ils étaient d'accord? Pourquoi ils l'ont choisi? Qu'est-ce que ça signifie? Qui est allé déclarer l'enfant pour donner ce prénom? Et puis on peut aussi aller voir évidemment d'autres prénoms quand il y en a. Parfois on donne plusieurs prénoms. Et en fait, c'est pas le prénom en lui-même, on va dire, qui charge, n'en déplaise aux vendeurs de cartes postales avec chaque prénom à sa signification, mais c'est bien le pourquoi ce prénom a été choisi et donné à telle personne qui va influencer inconsciemment la personne dans son cheminement et parfois le retenir. Par exemple, alors moi je m'appelle Marie. C'est un prénom qui est extrêmement courant, surtout du temps où il m'a été donné, un peu moins aujourd'hui. Et donc, la signification en fait, de porter ce prénom n'est pas du tout le même selon si on me l'a donné parce que, par exemple, dans la famille, toutes les filles aînées s'appelleront Marie. Donc là, il y a quelque chose de très figé finalement dans la transmission d'un prénom. Et si on regarde dans cette famille-là, ah bah tiens, toutes les filles aînées qui s'appellent Marie, et en plus de ça, elles se sont toutes jamais mariées, n'ont pas eu d'enfants, par exemple, et se sont occupées de leur mère. Enfin, si elles n'ont pas eu d'enfants, ça ne marche pas, mais se sont occupées de quelqu'un. Elles auraient pu avoir en fait une vie telle que l'aurait souhaité, ou elles ont dû reprendre l'affaire familiale, enfin quelque chose comme ça. Donc il y a dans ce choix-là de cette Marie-là une injonction. Il peut y avoir, comme on l'avait dit aussi il y a quelques temps, ça peut être Marie, c'est l'anagramme d'aimer, c'est très joli, donc Marie, elle est là pour aimer tout le monde, voilà, et c'est pour ça que tu t'appelles Marie. Donc là, déjà, il y a quelque chose qui charge. On va dire que c'est plutôt positif, mais l'enfant peut se sentir un peu obligé d'aimer tout le monde, puisque c'est son prénom. Et puis, parfois, on dit je ne sais pas trop pourquoi tu t'appelles Marie, ou alors c'est un deuxième prénom, comme ça, un peu bizarre. Parfois, ça peut être un surnom aussi. Ça peut être un surnom qui est donné, on ne sait pas trop d'où il vient, et on est appelé comme ça. Et bon, voilà, c'est une petite Marie qui grandit et puis qui, en fait, ne se sent pas très à l'aise dans sa vie et elle commence à interroger ses parents sur pourquoi elle s'appelle Marie, voilà. Elle a commencé une thérapie en transgénérationnelle et là, elle se rend compte que son père avait une sœur qui s'appelait Marie. Et cette Marie-là, en fait, elle a été internée assez jeune dans un hôpital psychiatrique.
Et on n'en a jamais parlé parce qu'à cette époque-là, c'était honteux, voilà, on ne le disait pas. Et évidemment, par exemple, cette Marie-là, qui porte cet héritage-là, eh ben, l'inconscient transmis a fait qu'elle est devenue, par exemple, infirmière en psychiatrie. Et voire même qu'elle travaille dans l'hôpital où a été internée sa tante, sa grande-tante. Donc voilà ce qui peut en fait charger de façon inconsciente avec ce petit exemple du prénom. Et en fait, il y avait un point qu'on avait abordé qui était intéressant quand tu parlais par rapport à cette mise en mouvement, justement, quand on veut changer de voie, et puis à un moment, on ne sait pas d'où ça vient. Donc là, je ne parle pas des peurs ou des angoisses liées à l'inconnu, mais on sent qu'il y a un blocage. Et tu disais que ça pouvait être transmis par des parents ou des grands-parents qui ont subi un mouvement ou au contraire qui ont été figés de force à un endroit. Et du coup, ça connote la notion de mouvement de façon positive, mais surtout, ça peut le connoter de façon négative, la façon de se mouvoir et du coup de changer. Est-ce que Oui, tout tu à peux nous fait. parler de ça? Alors, en fait, dans les transmissions inconscientes, j'allais dire, enfin, tout peut se transmettre hein, par les mots et par la façon dont on parle des événements surtout, ou la façon dont on n'en parle pas. Et on peut s'interroger, bah, surtout pendant cette période de confinement, sur les déplacements tels que nous on les vit, et puis peut-être tels qu'ils ont été vécus dans les générations précédentes. Et si, on va dire, le mouvement a été toujours facilité, n'a pas posé de problématique, on arrive à être dans un mouvement qui est fluide, qui permet, on va dire, d'avancer, de s'arrêter sans avoir peur, justement, comme tu disais, d'être en danger, hein, dans quelque chose qui serait à l'arrêt, mais qui permet aussi de repartir sans crainte non plus d'aller vers l'inconnu, de quitter un lieu et pour aller vers un autre, en fait. Donc ça, c'est quand le mouvement a été transmis sans problématique, sans trauma ou avec des traumas qui ont été élaborés. Après, il y a trois façons, on va dire, de mal vivre les déplacements. C'est si les mouvements ont été empêchés, donc on a retenu les gens dans un lieu, si les mouvements ont été subis, forcés, on les a chassés, ou bien s'il est arrivé quelque chose de dramatique pendant un déplacement ou un voyage. Et donc ça, ce sont trois manières qui sont traumatiques et qui se transmettent dans la mémoire transgénérationnelle dans les générations précédentes. Et donc du coup, on peut prendre, il y a plusieurs exemples de ces, on va dire, mouvements difficiles. Pour les déplacements subis, on pense avec toutes les guerres, tout ce qui est exil, migration, que l'on retrouve hein, dans de nombreuses familles, les déportations, parfois dans les histoires familiales, pour des raisons d'argent, il peut y avoir des expulsions qui ont été hyper mal vécues, ou des mises en quarantaine pour maladies honteuses. Donc là, ce sont tous des déplacements en fait qui ont été subis par nos aïeux et qui ensuite vont soit contraindre les descendants à ne plus bouger. Donc là, on retrouve une injonction à la fixité. Soit mettre les descendants dans cette impossibilité finalement à s'installer quelque part, puisqu'on peut en être chassé, donc ne nous investissons pas chez nous, dans notre maison. Voilà. Donc là, après, on a des compulsions au mouvement. Oui. Dans les mouvements empêchés, ce sont très souvent des phénomènes d'emprise. C'est-à-dire que là, au contraire, on garde les gens près de soi. Il faut que les enfants vivent tout près des parents, qu'ils n'aillent pas trop loin.
et le moindre déplacement dans la ville d'à côté est considéré comme une trahison. Donc forcément, le mouvement pour les descendants, c'est quelque chose d'hyper négatif qui trahit, on va dire, la famille. On est déloyal si on bouge. Et donc là, il va y avoir plutôt une injonction à rester sur place. Ou alors, on se met en mouvement, mais pour prouver quelque chose à la famille. Et du coup, enfin, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, il y a ce côté mouvement donc au plan physique, mais ça peut être aussi au plan symbolique, c'est-à-dire l'injonction des parents sur les enfants de choisir une voie, par exemple, je ne sais pas, des parents qui ont par exemple fait une grande école et qui transmettent ça à leurs enfants. Oui, toi aussi, enfin, par verbalement ou par une intention non verbale, ils font sentir que ce serait bien que le fils ou la fille fasse une grande école, et en fait on retrouve les mêmes blocages aussi au plan intérieur, en fait, pour choisir sa voie intérieurement. Oui, sa voie professionnelle notamment. Et alors, c'est ça qui est intéressant dans la thérapie. On va dire un moment où on doit changer de voie ou trouver sa voie. Mm. Et comme tu l'as dit dans ta présentation, le cabinet dans lequel j'exerce s'appelle une étape. Mm. Parce que pour moi, la thérapie, c'est vraiment prendre le temps d'une étape sur le chemin de vie pour repartir. Donc on n'y reste pas en thérapie, on y est pour ensuite justement retrouver ou trouver la force de se lancer dans le chemin et surtout de pouvoir, donc on avait vu s'alléger, mais aussi avec ce mouvement intérieur, de changer de point de vue, c'est-à-dire d'avoir un un mouvement intérieur, un mouvement en soi qui permet ensuite un mouvement à l'extérieur. Et dans l'exemple que tu donnes, là, dans cette famille-là, on voit bien qu'il y a, pour l'enfant, enfin le jeune en question, une impossibilité à remettre en cause la voix des parents, surtout si cette voix, elle est assez élogieuse. Là, tu parlais de grandes écoles. C'est très difficile de dire mais ça ne me convient pas, surtout quand on en a les capacités. C'est extrêmement difficile, c'est difficile de remettre ça en cause. Et donc la thérapie, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de prendre du recul par rapport à sa famille et avec l'aide d'un tiers, donc d'un psy, du thérapeute, de faire en fait déjà ce qui est un énorme déplacement, c'est-à-dire un pas de côté en soi. Et depuis cet autre positionnement, depuis ce nouveau point de vue, de pouvoir regarder l'image de sa famille finalement de façon différente. Quand toi tu marches, Linda, si tu te décales, parfois, eh bien, ça ouvre d'autres perspectives. En fait. Ouais. Et donc, tout d'un coup, eh ben, cette voie-là, qui est toute tracée, hein, d'ailleurs, c'est exactement les termes qui sont employés, eh bien, elle peut paraître fade, elle peut paraître finalement trop, elle peut demander trop d'investissement au niveau des études et finalement, le jeune n'a pas suffisamment de désir pour ça. Enfin, en psychanalyse, il est très souvent question de désir. Il faut qu'il y ait le désir de faire les choses pour les accomplir le mieux possible. Et puis, elle peut ne paraître pas si agréable que ça, parce que on peut interroger sur les parents, qu'est-ce qu'ils en disent finalement de ces études-là, de leur métier ensuite. Est-ce qu'ils les sentent heureux? Est-ce que eux-mêmes n'ont pas finalement subi ces injonctions-là, et en fait, ils les retransmettent simplement parce qu'il faut les retransmettre. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que ce travail de distanciation qui permet déjà d'une part d'identifier les blocages qu'on n'aurait pas forcément identifiés soi-même, et du coup, grâce à l'aide d'un tiers, comme tu dis, ça nous permet de nous en libérer pour repartir
pour pouvoir se détacher. Enfin, moi, la dernière fois, je parlais de la difficulté de couper les liens. Alors, soit on trouve la force intérieure en soi de se détacher, parce que enfin, moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui. Et moi, je l'ai vécu, c'est se détacher du regard déjà de ses parents, parce que c'est les plus proches, de ses amis, mais de façon générale, le regard de la société. Et c'est ça qui est compliqué dans un changement de voie. Oui, oui, mais pour se détacher en fait de ces injonctions-là, de ces peurs, de ces regards, il faut bien savoir de quoi on se détache. Très souvent, on voit des gens, et je crois que tu en as rencontré dans tes voyages, qui Mhm. ont tout coupé, coupé Ouais. tous les liens de façon un peu brutale, avec une illusion de finalement de liberté. Et tu l'as dit ou écrit, et finalement ils se sont perdus. Ouais, ouais, j'en ai vu, ouais. Oui, ce qu'en Voilà, des fait, gens. ils ont plus du tout de racines. Ils savent plus où aller, du coup. On arrive dans l'extrême inverse, en fait. Et finalement, on se rend compte que de se couper des parents ou d'une branche de la famille qui, bon, on le sent bien, hein, est négative, mais se couper comme ça brutalement sans faire un travail de qu'est-ce qu'on coupe, en fait, ça coupe, comme tu le dis, d'une racine qui pourtant sont les nôtres. Donc c'est très, comment dire, c'est très délicat ce travail en thérapie qui permet de savoir exactement, plutôt de faire la part des choses. Qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va garder, et surtout qu'est-ce qu'on va rendre à la personne qui peut être à l'origine de ce qui nous retient. Et donc en thérapie, on va vraiment aller au fond des choses, au fond de la problématique, et on va ne pas couper brutalement un lien, Mhm. mais de séparer de cette partie qui vient un peu trop en nous alourdir et la remettre à la bonne personne. Si c'est la mère qui a été toxique, on remettra la toxicité dans l'arbre généalogique, déjà à la génération du dessus et à la personne concernée, à la mère par exemple. Et donc ça permet, quand on regarde ensuite sa famille, son arbre généalogique, de pouvoir s'en séparer sans couper. Alors, attends, 2 minutes. Je prends mon chargeur. J'ai presque plus de batterie. Justement, pour ne pas que ça coupe. Voilà, on va couper la connexion. Voilà, donc en fait, euh, se libérer, c'est pas si simple dans un premier temps. Ça nécessite d'abord de savoir de quoi on se libère. Sinon, effectivement, on fait des coupures brutales et on se retrouve effectivement sans racines. Ce qui est important de comprendre, c'est on ne changera pas sa famille, Ouais. on ne pourra pas refaire l'histoire, on ne pourra pas recréer les relations, ça ce n'est pas possible. D'ailleurs, le passé est vraiment passé. Mais si on le laisse justement dans ce temps du passé, dans ces générations du passé, et si on explique, si on comprend en fait pourquoi ça nous encombre aujourd'hui, eh bien ça nous encombre moins. On peut ensuite s'en libérer en disant, bah voilà, ça fait partie de ma famille, ça c'était la problématique de mes parents, de mes grands-parents. Moi aujourd'hui j'ai cet héritage-là, je ne Mhm. peux pas changer l'héritage, mais Ouais. je peux décider de faire ce pas de côté, de le regarder sous un autre angle, différemment, et puis ensuite de vivre ma propre vie sans que cet héritage-là m'alourdisse. On le garde toujours, mais il n'alourdit plus en fait. Ouais. Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que moi aussi j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, sur ce concept, enfin, la métaphore de l'arbre, hein, c'est-à-dire, enfin de l'arbre ou de n'importe quelle plante, c'est qu'à un moment, on peut aussi, comme tu dis, s'affranchir de tout, mais on se retrouve déraciné et du coup de nouveau perdu alors qu'on pensait se mettre en route sur sa propre voie. Or, on voit toute plante pour pouvoir s'élever vers la lumière notamment, elle doit être quand même profondément ancrée dans les racines, acceptée.
accepter ses racines, ce qui ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord, mais bon, on doit accepter notre héritage pour pouvoir grandir. Et c'est pas... Oui, ne pas le subir en fait. L'idée, c'est de pas le subir et de ne pas être que l'objet, finalement, l'objet de ses parents, l'objet de sa famille, l'objet des injonctions. Et là où l'inconscient, la vie, l'univers est bien fait, c'est que, alors on peut prendre des exemples, c'est que l'univers remet en fait la problématique sur le chemin de vie Ouais, par exemple, quelqu'un, et moi j'en ai connu dans l'armée, quelqu'un qui vient d'un milieu dans lequel il y a eu de l'emprise. Donc, ce sont des systèmes familiaux qui sont extrêmement néfastes, desquels il est très très difficile de sortir parce que déjà l'extérieur est systématiquement connoté comme mauvais, comme mal. Voilà. Donc du coup, j'ai connu quelqu'un comme ça qui en fait a choisi de faire une carrière militaire pour devenir indépendant rapidement, etc., etc. Donc, il est sorti de ce système-là fermé. Et puis, au bout de quelques temps, s'est rendu compte que finalement, eh bien, l'armée, pour cette personne-là, eh ben, a rejoué cette sensation d'enfermement. ouais, Et donc, quitter, on va dire, un milieu familial sans savoir ce qu'on quitte vraiment, eh ben, il y a fort à parier qu'on va retomber dans quelque chose de similaire. ouais. En tout cas, que si ce qu'on a vécu n'a pas été suffisamment élaboré, explicité, on va se remettre dans la même problématique plus tard. Donc ça peut être l'armée, parce que voilà, on se dit, bah, c'est hyper connoté, carré, voilà, puis qu'on l'a connu toutes les deux. Mais ça peut être autre chose, ça peut être des boîtes privées qui fonctionnent avec un patriarche qui serait hyper manipulateur aussi. On ne sort pas de la boîte. Voilà. Et on parle de boîte. Ouais. Voilà. Donc en fait, si on coupe, on va dire brutalement des liens, si on ne comprend pas ce qu'on fait, si on ne conscientise pas ce qu'on fait, on se retrouve exactement dans la même situation. Et c'est une chance. Ça Oui, veut dire que la problématique est là. Donc c'est ça qu'il faut travailler et non pas là l'armée en particulier. Voilà. Qu'est-ce que ce mal-être là aujourd'hui vient rejouer de l'enfance ou de la famille. ouais, c'est en fait ça, c'est vraiment, je pense, c'est la base, c'est qu'à un moment, de toute façon, quand on ressent un mal-être par rapport à une situation, c'est très sain et c'est une démarche thérapeutique, donc on peut faire avec un tiers ou qu'on peut faire soi-même en prenant de la distance, d'en identifier les causes, comme tu dis, parce que sinon on va revenir dans un mécanisme, dans le même cycle, en fait, dans le même cercle de mal-être, voire même un cercle qui nous amène à la répétition des échecs. Je vois par exemple des personnes, tu parlais de toxicité d'une relation, des personnes qui répètent toujours ce même schéma, qui se remettent finalement toujours dans une même relation toxique et qui n'arrivent pas à en sortir. Oui, il y a de ça. Et puis pour en revenir aussi au déplacement, par exemple, ça peut être des gens qui sont tout le temps dans le mouvement, mais qui n'avancent pas, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont tout le temps en train de déménager, ils doivent toujours changer de métier, ou alors ils ont pris des métiers qui sont plutôt des métiers de l'ordre du déplacement, sont tout le temps sur les routes ou dans les airs, et en fait ça ne leur convient pas, ils finissent par en souffrir, et puis quand on creuse un peu, ben on se rend compte que cette personne est la seule finalement à être sortie de sa famille, de la zone géographique de sa famille. Et, euh, et du coup, mais ayant coupé, on va dire, tous les liens, tous les ponts avec sa famille, comprend pas
pourquoi ces déplacements sont difficiles. Donc, on peut le faire s'interroger là-dessus. Et souvent, ça peut être, on va dire, une réponse à quelque chose qui emprisonne de la famille, qui maintient sur place. Et le descendant aura choisi, au contraire, eh ben de bouger, d'être toujours dans le mouvement Mm. pour contrebalancer quelque chose de l'ordre de la fixité familiale. D'accord. Et encore une fois, être dans le mouvement, c'est très bien, mais il faut pas en souffrir. Donc, il faut savoir pourquoi on fait ça. Ouais. Pourquoi on est tout le temps en déplacement? Pourquoi on est tout le temps en voyage? Est-ce que ça convient? Ou bien est-ce que c'est une réponse ou une réparation à à un traumatisme familial? D'accord. Il peut y avoir, par exemple, alors dans l'autre sens, des injonctions aussi des mouvements qui sont impossibles hors du changement de voie, en fait, hein, des déménagements impossibles, des voyages, en fait, impossibles. Il y a des gens qui vont systématiquement oublier leur papier d'identité pour passer le permis de conduire, par exemple. Mm. Arrive en fait. Ah, ça y est, voilà, je peux. La voiture, quand même, c'est quelque chose qui nous permet de nous déplacer. Je vais passer mon code, je vais passer mon permis, j'ai pas ma carte d'identité. Donc là, on s'empêche, on va dire, de se déplacer. Il y a des gens qui oublient du temps où tout était sur papier, leur billet d'avion pour partir en voyage. Ouais. Euh, et, et puis ça se répète en fait, ça se répète voilà, une panne d'essence sur l'autoroute, alors que bon, quand même, on arrive normalement à gérer ça. Et quand on regarde en fait dans leur arbre familial, eh ben, il n'est pas rare qu'il y ait eu soit des exils, soit des expropriations, soit voilà, être obligé de partir, ce qui fait que le déplacement, aller vers l'ailleurs, c'est traumatisant en fait. Ça a été transmis comme quelque chose de blessant. Donc on n'y va pas en fait. Ouais. Mais si on se dit juste, c'est parce que j'ai peur de l'avion, peut-être que ça ne suffit pas. Ouais. Peut-être que ça ne suffit pas. On va chercher à la source du problème, en fait, la racine du problème. Voilà. Ce qui nous permet de nous en libérer, justement, puisque c'est le thème. Oui. Alors, je regarde un petit peu les commentaires pour voir s'il y a des questions. Alors, si vous avez... Est-ce que tu vois... Ah oui, voilà, ouais, le mouvement. Le mouvement, ça c'est moi. Alors, est-ce que si vous avez des questions, parce que moi, je vois pas tous les commentaires. Hein. Oui, il y a Chantal Garot. Bonjour Chantal. Il y a des mouvements professionnels subis dans un couple. Oui, alors là, on l'entend. Qui subit en fait? Est-ce que c'est la personne dont c'est la profession de subir ces déplacements? Est-ce que c'est la personne qui reste à la maison qui les subit aussi? Dans le livre, là, dans le livre là, duquel je me suis beaucoup inspirée pour préparer ce live qui s'appelle Psychogénéalogie des lieux de vie de Christine Ulivucci, qui est la psychanalyste qui m'a formée en transgénérationnel. On parle d'une fille qui choisit d'avoir un métier, alors je ne sais plus lequel, mais qui est toujours dans le déplacement, justement parce que sa mère, elle, a dû rester à la maison, en fait. Donc les hommes pouvaient partir, pouvaient avoir des déplacements, alors peut-être qu'eux les subissaient aussi, mais elle a décidé de, justement, une génération où c'était possible, d'être dans quelque chose du mouvement en réparation à la fixité de sa mère et sûrement des femmes de sa famille aussi. Donc là, on va dire c'est plutôt un mouvement qui peut-être transforme cet héritage-là, en fait, D'accord. plutôt que de le subir. Donc c'est intéressant de savoir qui subit en fait ces mouvements. Quand elle dit des mouvements professionnels subis dans un couple, est-ce que c'est tout le couple qui le subit? Est-ce que c'est la personne qui est dans le mouvement?
ou est-ce que Oui, c'est celui ou celle qui reste à la maison? ouais, bien sûr. Alors, je regarde Sébastien qui met on peut remonter jusque loin dans les générations qui peuvent influencer sur nos vies. Ah oui, ça c'est une bonne question. Jusqu'où en fait on peut ressentir des blocages qui nous ont été transmis. Alors, il y a quand même, au bout de, enfin, selon le traumatisme, quand même, après 5 générations, ça finit par s'estomper, hein. Donc, c'est D'accord. pas la peine de remonter aussi loin, mais c'est déjà super de pouvoir remonter à 3, 4 générations, hein. Mm. Déjà, si on a l'ensemble des déplacements effectués, on peut commencer par sa fratrie, déjà par sa fratrie à nous, par nos parents et par leur fratrie, par nos grands-parents et par leur fratrie également. On a quand même une cartographie des trajectoires familiales qui est suffisamment signifiante. Et puis, oui, on peut remonter, j'allais dire, le fait de remonter comme ça dans son arbre généalogique fait en quelque sorte partie du travail thérapeutique parce que il n'est pas rare que s'il y a quelqu'un de caché, quelqu'un dont on n'a pas parlé on va dire dans le vécu familial, eh ben on aura beaucoup de mal à trouver des informations sur cette personne-là Ouais, concrètement. Donc, toute l'enquête un peu familiale va faire ressortir les difficultés concrètes de cette famille. Mais on va pouvoir aussi avoir quand même d'autres aides, d'autres personnes pour étayer les recherches. On n'a pas, on sait plus, ce n'est plus que restreint à la famille, à ceux qui sont là, à ceux qui pourraient, on va dire, transmettre une connaissance. Voilà, on peut remonter aussi loin que l'on peut, c'est très bien. Mais parfois, ce n'est pas la peine d'aller remonter très très loin pour retrouver la cause qui est encore vivante, hein. ouais. Euh, voilà, si quelque chose s'est passé il y a 5 générations, sauf un gros trauma qui a été tout le temps, on va dire, récupéré avec la même charge, ça s'est estompé ensuite. Et Bonne nouvelle. attends, parce que j'ai des trucs qui s'affichent là. Alors, du coup, je reprends les questions. À quel moment cette démarche de recherche et de questionnement doit-elle s'arrêter afin de ne pas justement éviter de ne pas se mettre en chemin? Donc, en gros, quand est-ce qu'on Oui, arrête l'étape? et Leslie, mais très bien, Leslie, c'est une très bonne question, ça, effectivement. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce nom, hein, pour mon cabinet. C'est que une étape, c'est pas une maison. Euh, une étape, c'est un endroit où on s'arrête et d'où l'on repart, en fait, hein. Il est question de repartir. Et à quel moment bah ça, j'allais dire, c'est quand on se sent prêt, mais peut-être que la question derrière, c'est je me sens jamais tout à fait prête à repartir. Euh, donc ça se travaille, hein, en thérapie. On voit bien les personnes qui ont, on va dire, maintenant toutes les cartes en main, le sac à dos allégé, tout ce qu'il faut pour affronter les différents chemins qu'il ou elle va choisir, euh, et puis qui n'y va quand même pas. Donc là, c'est évident. Je pense que peut-être que dans la famille de Leslie, il y a, hein, comme ça quelque chose qui va empêcher le mouvement, hein, un socle qui n'est pas un socle d'appui, mais un socle un peu mou, qui retient, quelque chose d'un peu gluant, d'un peu meuble, et qui ne permet pas d'avoir suffisamment confiance en soi pour se lancer. Ben ça, c'est le travail de la thérapie, de donner confiance, de pointer justement sur ce que tu disais, Linda, c'est qu'on a quand même dans nos bagages du matériel qui va nous servir et dont on peut se servir pour avancer. Et ça, dans ce décalage-là, on peut montrer en fait au patient, à la patiente, regardez, là, vous avez de quoi aller, il faut y aller. Ouais. Et, ouais.
c'est ce qu'on disait, dans les changements de voie, il y a quand même beaucoup de peur. Donc ça, il faut aussi l'accepter. Ouais, et moi, enfin, c'est vrai que c'est intéressant comme question parce que moi, si je prends le parallèle avec mon expérience, alors c'est pas par rapport à un blocage, c'est par rapport au traumatisme que j'avais vécu Mm. suite à mon agression en Turquie. Donc j'ai fait un travail avec un psy et je sais que à un moment c'est lui qui m'a posé la question en me disant mais quand est-ce que vous et du coup il me donnait la responsabilité, c'était ma responsabilité de dire ok maintenant je me sens prête à arrêter et à repartir et il me dit mais quand est-ce que vous pensez que vous serez de nouveau prête à repartir. Et moi, en l'occurrence, c'était par rapport au voyage. Du coup, c'était partir au sens intérieur et au sens extérieur. Et moi, je lui avais répondu, je serais prête, enfin, je sentirais que je suis, entre guillemets, guérie, enfin, réparée, c'est pas une maladie, mais réparée, quand je serai capable de nouveau d'écrire. Et Mm. je pense aussi, tu vois, on en parlait la dernière fois, qu'il y a des actions symboliques qui fait qu'à un moment, on sent qu'on est libéré, on sent qu'on est prêt. Où tu disais que, je sais pas, ça pouvait être un moment, on a les lettres, par exemple, d'une personne euh, qu'on a perdue, en fait, une personne qui est morte, et le fait de brûler ces lettres, ça nous permet symboliquement de se dire, et la responsabilité, elle repose sur nous, de se dire, bon, bah, ok, maintenant, bah, voilà, j'ai vidé mon sac, mais aussi j'ai ce qu'il faut pour repartir. Et symboliquement, ça va symboliser bah, le fait que je vais me mettre en mouvement, quoi. Je vais Oui, oui. repartir. Il y a ça, et donc ça, c'est vraiment le questionnement, mais même actuel, là, dans la crise sanitaire que l'on vit, et puis cette obligation de confinement, donc ça va être l'après, et ben, il va falloir repartir de ça. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui vont finalement se dire, oh là là, j'étais pas si mal chez moi, là. C'est Au moins, clair. j'étais obligée d'être chez moi et je prenais pas trop de risques. Là, il va falloir que je me remette en route. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu difficile. Après, comment on se sent prêt? Ben, on va se poser la question, Linda, on se sent jamais prêt. On est d'accord. Quand on doit changer de route, quand on doit aller vers quelque chose de nouveau, si on attend de se sentir prêt, je sais pas toi, mais enfin, toi, si tu Ouais. attends de te sentir complètement prête, tu pars Non, jamais. non, Hein, en voilà. fait, moi, ce que je dis souvent, justement, parce que là, on est plus sur le registre des peurs et non pas du blocage, en fait. Il y a Ouais, toujours ouais, c'est cette ça. peur et cette angoisse et ce doute. Et c'est sain. Ça veut dire qu'on n'est pas complètement inconscient et qu'on ne va pas sauter sans parachute. Ce qui est inconscient, ce qui est débile. Mais Ça ralentit, ça raccourcit le chemin. ça l'accélère, ouais. Non, mais Voilà. en fait, après, moi, ce que je conseille aux gens, c'est qu'à un moment, voilà, on sent qu'on a fait ce travail intérieur, mais des fois, on peut le sentir physiquement, qu'on a dépassé, bah, comme le nom de ton cabinet, on a dépassé une étape. Et à un moment, bah, il faut agir et on va le sentir dans l'action, on va agir petit à petit. Et on se dit, bon, bah, finalement, bah, la deuxième étape a été franchie et c'était pas si terrible. Et puis petit à petit, en agissant, bah, en fait, on défriche l'inconnu qui du coup nous devient connu et les peurs s'évanouissent. Ouais. Et puis pour vraiment ce moment de bascule, alors dans la vie de tous les jours, on peut le ressentir aussi, mais en thérapie, euh, ce qui est intéressant de questionner le patient, c'est bah, sur ses ressentis corporels. Ouais, Quand une étape en fait est passée en psychothérapie, ça se ressent dans le corps. Donc on peut interroger le patient si on voit qu'il ne se rend pas bien compte qu'il a avancé. On peut demander comment vous vous sentez ce matin, aujourd'hui, par rapport à la dernière fois. Et quand voilà, une étape est franchie, il y a souvent des sensations on se sent bah, mieux respirer, on a l'impression d'y voir plus clair, on a une impression d'être plus grand, on a moins, tout d'un coup, on peut avoir des douleurs aux genoux, aux jambes, enfin tout ce qui peut être symboliquement de l'ordre du voyage, enfin du déplacement. Ah, puis il n'y a plus ces douleurs-là. Donc ça, ce sont comment dire, quelque chose de concret qui va au-delà des mots,
qui est aussi induit par ces thérapies, et qui va aider, on va dire, la personne à dire mais si, tu vois, là, tu as fait, tu as fait ce mouvement intérieur et maintenant tu vas pouvoir faire ce mouvement à l'extérieur et aller. Les rêves aussi. Les rêves. Alors, si on peut s'interroger aussi sur la teneur des rêves en début de problématique, puis en fin de problématique. Très souvent, quand on commence une analyse, c'est très beau ça, hein, on a un rêve de début d'analyse, et puis on rêve toujours un peu la même chose, c'est changé, puis petit à petit, ce rêve évolue. Juste, Ah il y a ouais. de très très belles histoires rêvées comme ça. Et puis on a un rêve qui va, dedans, il y a le matériel, mais c'est un peu fini en fait. Ouais. Et c'est normal que ce soit difficile de quitter ça parce que c'est un moment, voilà, on a vidé, on a vidé son sac, on a eu confiance dans sa psy. Et là, bah, on se dit, est-ce qu'on est capable d'y aller seul? Mais ces petits matériaux-là, le rêve, les sensations physiques, puisqu'on est capable de faire finalement, quand on dit qu'une thérapie, c'est un changement de positionnement, eh ben, peut-être qu'on n'était pas capable de dire telle ou telle chose dans sa cellule familiale. Et puis là, ça devient possible. En Mm. tout cas, on l'a fait. Et puis, il Oui. suffit juste d'une fois, de l'avoir fait juste une fois, d'avoir dit non ou oui, ou tiens, enfin de s'être positionné différemment, et surtout comme on le voulait, comme on le désirait, pour, euh, pour ensuite, comment dire, ouvrir la brèche et que la brèche devienne un chemin, en fait, un Ouais. passage. Ouais, Voilà, complètement. c'est ça. Mais c'est C'est vrai que ça. c'est intéressant aussi, ouais, quand tu parles de sensations physiques, il y a cette sensation d'allègement. Enfin, moi, je sais que c'est ce que j'ai ressenti à différentes reprises. Suite à la mort de mon père, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se débloquait. Je me sentais légère. Pas parce que j'avais perdu du poids extérieur, mais du poids intérieur, quoi. Et puis, du coup, et après, les choses, ouais, en agissant, les choses se démêlent, l'inconnu se démystifie et les peurs s'évanouissent. C'est comme ça que ça marche. Voilà, sachant que il y a souvent plusieurs étapes hein, Oui, bien dans le sûr. cheminement de vie. Il y a Noémie Tabac qui demande qu'est-ce qui se passe si une étape génère des douleurs au lieu d'en retirer. Ouais, alors c'est vrai que souvent, euh, quand une étape est difficile, on est sur un seuil, hein, donc c'est ce franchissement de seuil, de cap qui est compliqué. Et donc, on a des douleurs parce que c'est un changement que l'on doit faire. Et peut-être que dans ce changement, on est déloyal, enfin, on peut se sentir déloyal par rapport à sa famille. Et du coup, eh ben, il y a quelque chose comme ça là, qui vient nous retenir. Il faut interroger ces douleurs-là, c'est-à-dire bon, ben, j'ai mal où, j'ai mal dans quelles conditions, j'ai mal, alors si c'est de l'ordre du mouvement, est-ce que j'ai mal au pied, au genou, qu'est-ce que ça signifie, et puis interroger dans les générations précédentes, qu'est-ce qui, peut-être à ce même endroit-là, qu'est-ce qui a été traumatique aussi. Et c'est pas quelque chose qui vient dire, ah ben là, attention Noémie, tu es sur une étape, dans ta famille, c'est pas autorisé. Ça veut pas dire que c'est pas autorisé pour toi aujourd'hui, mais là, tu fais un truc, ça a été fait avant toi, mais ça a occasionné une souffrance, un trauma, et du coup, c'est devenu interdit, Ouais. tabou. Ouais, et puis, alors c'est ouais, c'est intéressant, Noémie, ce que tu dis, parce que moi qui pratique beaucoup la méditation, et notamment un type de méditation qu'on appelle la méditation de pleine conscience, ça veut dire qu'on va recevoir, en fait, on se met en capacité d'observer toutes ses pensées et toutes ses émotions, sans les juger. Ça, c'est la définition de la méditation de pleine conscience. Et en fait, il y a une étape, justement, dans la méditation, où en gros, enfin, dans les magazines, on raccourcit, oui, la méditation, le bien-être, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que la première étape, c'est cette conscience de ce qui se passe en nous qui peut, dans un premier temps, générer de l'angoisse et du coup des douleurs.
Mais du coup, la douleur révèle la prise de conscience, mais elle n'est pas négative en fait. Ce signe, enfin, cette douleur, cette souffrance, cette angoisse n'est pas négative. C'est juste que bah, pour une fois, on prend conscience des choses et comme tu l'as dit tout à l'heure, la thérapie ou voilà, des méthodes comme la Mhm. méditation où à un moment on a cette capacité introspective. La première étape vers la guérison, c'est la conscientisation, avoir conscience des choses et après on travaille dessus. Puisqu'on en a conscience, quoi. Parce que si on les C'est connaît plus pas, facile. on peut pas savoir quel est le problème si on l'a pas identifié, quoi, par définition. Voilà. Alors je regarde toujours les commentaires. Je sais pas s'il y a toujours beaucoup de monde, comme j'ai pas le. Quelle heure Mais il est? il y a Aurélie qui nous regarde. Bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie. Aurélie François. Je vois, moi j'ai pas du tout de Tu visu. les as pas? Bah, coucou ma chouchoune alors, si tu nous regardes. Non. Bah écoute, je pense qu'on peut conclure hein, s'il n'y a pas d'autres questions. T'as pas d'autres questions? Non, mais on peut conclure sur les mots d'Élodie. Merci beaucoup pour ce live. Je comprends mieux les démarches que j'ai mises en place depuis plusieurs années. Mm. Ben, ouais, écoute, tant mieux, Aurélie. Ouais, non, c'est important. Et puis en fait, enfin oui, je pensais à ça pendant que tu parlais, quand tu parlais de cette étape qui marque une forme de point d'arrêt. Et en fait, c'est ce qu'on vit clairement aujourd'hui de Oui, force. oui. Ce confinement qui marque un point d'arrêt au plan individuel, mais au plan collectif et au plan mondial. Enfin, c'est quand même une situation qui est inédite. Hein, c'est complètement fou. Hein. Et en même temps, donc ce point d'arrêt donc, nous permet quelque part de nous enrichir, voilà, de partager notre savoir comme on le fait ce soir, du coup de faire ce travail sur soi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il va pas falloir aussi que ça nous empêche de repartir en fait. Donc il faut vraiment, je pense, faut garder, c'est important en cette période de garder ça en conscience, c'est-à-dire que là pour le coup on est tous dans cette étape, dans ce point d'arrêt. Mais profitons-en à fond pour démêler tout ce qu'on peut démêler seul ou voilà en lisant ou voilà, en participant à des lives, en questionnant. Et du coup, j'en profite hein, si vous avez des questions à poser à Marie par rapport à sa spécialité ou si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas en message privé et on vous y répondra. Mais du coup, gardez en tête que le but derrière, et moi, c'est tout ce pourquoi j'œuvre aujourd'hui, c'est qu'on puisse repartir sur les meilleures bases possibles par rapport à soi et du coup, collectivement parlant. Donc voilà, merci beaucoup Marie. Merci beaucoup à toi Linda. Oui, comme elle a dit, si vous aviez d'autres questions, bah écoutez, je suis sur les réseaux sociaux, donc vous me trouverez. Je crois que Linda a mis un lien sur ma page professionnelle. Ouais, Il y a toutes les coordonnées qui sont accessibles au public, donc n'hésitez pas. Et voilà, bon courage pour la suite. On ne vit pas tous la même crise sanitaire. Hein. Il y en a qui sont justement, qui ont pas ce temps-là pour réfléchir et approfondir. Donc, si nous, on l'a, qu'on puisse effectivement, comme tu le dis, aller cheminer intérieurement pour pouvoir ensuite mieux repartir. merci beaucoup Marie, merci à vous d'avoir été là. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Lina.